Alors nous étions dans le contexte de ces problèmes migratoires et des problèmes d'accueil dans la migration, et il nous était proposé d'envisager sous le regard de l'inconnu, l'étranger, l'étrangérité. Ce qui va retenir mon attention surtout, c'est l'impact que peut avoir les objets symboliques, donc les objets de la culture, dans la relation interhumaine. Alors j'ai choisi objet symbolique, et pas langage par exemple, parce que objet symbolique est pour moi un représentant beaucoup plus articulé, beaucoup plus complexe, où il y a une part, par exemple, affective dans la constitution. Et dans le fond, de façon métaphorique, je dirais, j'ai choisi de me pencher sur la question d'un nouvel arrivant particulier qui est le fœtus. La première question qui s'est posée à moi dans ce registre-là était la délimitation qui se posait entre le vivant et l'humain. Quelle frontière? Et posant cette question, la naissance, je me suis dit, elle est considérée en Occident par le moment où un vivant enfant sort du ventre de la mère. C'est un passage périlleux d'un changement de territoire qui va d'un dedans à un dehors, et il se situe dans un lieu et dans une heure précise. Et comme il est possible de le voir, vivant est le premier qualificatif. S'il est mort, parfois, ne se posera pas la question de savoir s'il était un enfant. Peut-on mourir avant de naître? À ces questions, la réponse en droit est l'objet d'une réflexion de Bernard Mathieu sous le titre « La vie en droit constitutionnel comparé, éléments de réflexion sur un droit incertain ». Vous voyez là apparaître ce qui sera le point central de la question soulevée, c'est-à-dire l'intervention de l'humain du fait de sa capacité symbolique, celle où la séquence de langage va présider au changement du cours spontané des événements. Par exemple, en France, avant 22 semaines de gestation ou un poids de moins de 500 grammes, ce qui peut sortir du ventre d'une femme n'est pas considéré comme un enfant. Il est considéré comme une partie biologique et sera traité comme tel. Si à partir de 22 semaines la situation est franchie, il sera considéré comme un enfant sans vie. On dit qu'il est mort in utero, ce qui autorisera la mention symbolique qui est celle d'un prénom. Mais il pourra alors se perpétrer un acte funéraire, mais cet enfant n'aura ni filiation, ni personnalité juridique, ni nom de famille, pas plus que d'acte de naissance. Il n'est personne. Ainsi, n'y a-t-il pas d'homicide pour la mort d'un fœtus dans le ventre de sa mère, par exemple lors d'un accident de circulation? En parallèle, se pose la question où la femme devient mère en droit. Ces interrogations rejoignent celles de l'avortement volontaire, droit des femmes, et de l'avortement tout court. Elles sont ici citées pour poser la différence entre ce que reconnaît le social et ce que peuvent vivre les proches. Nous savons que dans ces situations, la problématique d'un deuil est parfois d'élaboration difficile, avec la variable de l'appréciation de l'entourage et l'importance accordée aux investissements déployés par la femme. Nous pouvons oser le rapprochement, là aussi, avec la problématique de la relation à l'étranger, qui se transforme littéralement selon la proximité relationnelle des acteurs. Si bien aussi que tant qu'il n'est pas sorti du ventre de la mère, il n'entre pas parfois dans la problématique migratoire entre pays. Je n'ai pas vu que la grossesse soit prise en considération au moment du périple. Il arrive parfois que ce lieu où il apparaît, l'enfant, soit le principal déterminant de son devenir social. Par exemple, en France, en 2010, 12% des naissances sont dans cette situation. Il s'agit aussi parfois de déterminer, par le contexte sociétal, sa possibilité de vie ou de survie. Tant qu'il n'est pas né,
pas de frontières de pays. Certains essaient même de le commercialiser comme morceau. Il arrive pourtant qu'il soit hors de la mer, vivant d'une vie maintenue, mais pas né pour autant. Je veux parler là des embryons congelés. Si bien que, par cette analogie, il est possible de voir le degré de cohérence ou non que la société apporte devant cette question de l'étranger. Revenons au commencement. Du côté de l'autre, ce que j'appelle l'autre, c'est la femme future mère. Toute la période de gestation est à l'origine de nombreuses transformations auxquelles la femme se trouve confrontée et dont elle portera trace. Cette transformation porte à tous les niveaux, que ce soit des niveaux organiques, au niveau biologique, c'est-à-dire au niveau du corps, et que ce soit au niveau psychique, mais aussi dans sa place sociale, avec une remise en question des équilibres acquis dans le passé. Là, on peut noter que s'il existe des stérilités qui excluent d'emblée toute possibilité de survenue de grossesse, cette situation répond aussi bien à des mécanismes purement organiques qu'à des mécanismes de dimension psychologique inconsciente interviennent directement. Et l'exemple des grossesses après adoption est le plus fréquent. Il laisse penser une levée de la peur que pouvait susciter la gestation d'un enfant. Elle est vécue sur divers registres de la grossesse, que la clinique de la grossesse va nous montrer tout à l'heure. Du côté de l'homme, futur père, nous le voyons, l'annonce de la gestation induit parfois chez l'homme une modification de sa position sociale, avec laquelle il a à composer selon son histoire. Il est observé qu'elle peut modifier aussi son état psychique, avec une mise en question des compromis du passé, comme le montre le surgissement de pathologies psychiatriques. La dépression, l'alcoolisation ne sont pas rares. Et ce n'est pas ici le corporel, mais le côté symbolique qui prime. Dans ce registre, à un niveau plus enraciné, la question de la paternité a conduit à des comportements qui vont dans cette direction de la tentative masculine de domination, dira Françoise Héritier. Par exemple, l'idée de nourrir l'enfant par le sperme, considérée sous cet angle, peut-être, s'agit-il pour l'homme de s'assurer en quelque sorte sa participation à la paternité. Ou bien parfois sous le terme de couvade, l'homme participe contributivement à cette gestation et sa nature. François Héritier ne voit de cesse à cette soif de certitude que l'accomplissement des progrès de la science qui enfin établirait les faits, c'est-à-dire l'origine certaine de la parenté. Ainsi, la survenue de l'enfant est ce qui vient interroger dangereusement les hommes dans leur position. Il est alors, à notre niveau, de voir le chemin qui peuvent prendre chez l'homme ce que nous appellerons son désir d'enfant ou son désir d'être père. Nicolas Strickmann rapporte ce désir dans l'épistémologie psychanalytique à sa dimension inconsciente et à la dimension du refoulé d'autres désirs plus primitifs à la quête du paradis perdu. Nous voyons la redondance qu'il va y avoir avec ce que nous envisageons tout à l'heure sur l'abord psychanalytique du fœtus. Enfin, dites-moi ce qu'il en dit. Mais focalisons-nous un instant sur la biologie. Qu'un œuf soit présent ne produit pas toujours une gestation. Des avortements précoces se produisent si une certaine conformité d'environnement n'est pas présente. Les conditions de développement ou le développement n'aura pas lieu et l'expulsion survient. Archaïquement, les premières relations avec le lieu d'accueil sont soumises à des critères assez stricts. Celui d'espèce en est un. Sur le plan organique, le rapport est parfois conflictuel. Soit la migration, et on parle bien de migration pour un œuf, ne s'accomplit pas correctement. Et squattant des lieux non préparés, les risques pour l'hôte comme pour lui deviennent importants. C'est le cas des grossesses extra-utérines. Soit logé correctement, c'est le propos habituel. Son développement va avoir des conséquences fâcheuses pour l'organisme qui libère, en particulier si celui-ci est porteur de fragilité. Par exemple, fragilité vasculaire. Soit le dialogue corporel amène des complications de surcharge, de diabète, d'hypertension, soit encore d'autres incompatibilités. Se pose la question si on ne trouve pas décrit en termes biologiques cette problématique de l'étranger et les réactions qu'elle suscite. Le fœtus a bien des côtés étrangers biologiques qui se révèlent par sa dimension destructive et prédatrice qui se profile dans son rapport à son hôte.
il est possible de voir que biologiquement, une réponse s'organise, comme par exemple la mise en veille des défenses immunitaires. Le plus souvent, elle permet un rapport de cohabitation dans une relation temporaire, ce qui va autoriser le déploiement d'autres niveaux de développement. Il arrive aussi que la réponse mette en danger l'un ou l'autre, voire le tue. Ceci est assez banal, mais permet de réinscrire cette problématique étrangère en profondeur dans la dimension que nous appellerons réelle. Autrement dit, cette problématique se retrouve quel que soit le niveau considéré, biologique, psychique, social. Il serait donc envisageable qu'elle soit intrinsèque à la constitution même d'un niveau d'organisation, avec corrélativement la possibilité de mettre en place les voies de son dépassement. Entrons dans l'intimité relationnelle par la clinique et plutôt la clinique psychanalytique et ce qu'on a dit de cette situation de gestation. Pour la psychanalyse, la gestation, c'est un monde autre, dont les réminiscences n'apparaissent que dans l'inconscient et s'expriment au travers des rêves, des comportements, des symptômes. Ainsi, si nous suivons Otto Rank, il mentionne que Freud rapporte des rêves typiques ayant pour base des fantasmes relatifs à la vie intra-utérine, au séjour dans l'utérus maternel avant la naissance. À partir de cette constatation, Rank sera amené à poser que l'inconscient proprement dit se révèle comme étant la vie embryonnaire qui persiste sans changement dans un moi grandissant. Cette vie embryonnaire, que la psychanalyse considère comme la dernière unité métapsychologique, comme le ça sexuellement neutre. C'est une citation de Rank. L'élément réellement inconscient, diront, est constitué par les rapports libidinaux existants entre l'embryon et l'utérus. Volupté primitive et persistante. Voilà une autre formulation pour qualifier cette période qui ne serait pas seulement à l'abri du besoin, mais aussi le moment d'un plaisir sans histoire. Ici évoqué le rapport à l'utérus. Il est intéressant quand même de soulever la dimension imaginaire de ces formulations. Pourtant, Rank évoque que cette situation peut être troublée par le père à l'occasion des rapports sexuels, laissant des impressions vers une mise en forme de fantasme qui serait repris par le développement ultérieur pour se trouver rattaché au complexe d'Oedipe. Voyons la situation de notre côté. Le monde dans lequel ce fœtus a vécu nous était sans visibilité, mais pas tout à fait invisible de l'extérieur. Voilà un obscur qui, dans la psychanalyse, est souvent abordé comme un paradis. Alors j'avais écrit limbe, et c'est intéressant sur le mot limbe parce que c'est à la fois un endroit de confusion, mais c'est aussi le lieu des âmes mortes. Je vous dis ce moment de complétude laissant à chacun l'impression d'être bien entendu, au point que quelques fantaisies appelées régressives nous conduiraient en retour. Ceci jusqu'à ce que la lumière soit. Ce mouvement peut s'illustrer chez Freud par des propos sur, justement, la familiarité, l'Heimlich. Ce bien-être chez soi, avec sa part d'obscurité, ce qui devient, après mise en lumière, proprement terrifiant. Il dira, il arrive souvent que des hommes névrosés déclarent qu'ils ressentent qu'il y a quelque chose de terrifiant à propos des organes génitaux féminins. La place de cette Heimlich, cette inquiétante étrangeté, est cependant l'entrée du précédent Heimlich, ce qui était familier, que tout humain a connu sur le temps du commencement. L'Heimlich était l'Heimlich. Serait-ce à dire que la mise en lumière de ce qui pourrait évoquer un bien-être puisse se traduire par l'apparition d'une terreur? Il en rapproche Freud deux fantasmes en opposition, le fantasme d'être enterré vivant et un autre qui n'a rien de terrifiant du tout, mais fut qualifié d'une certaine lascivité. Je parle de l'existence intra-utérine. Cette situation questionne le rapport mémoire et souvenir, un peu comme si le fœtus n'avait pas encore accédé à une dimension humaine. Est-ce parce qu'il n'a pas à sa disposition les mots, ou considère-t-on qu'il n'est pas tout à fait éveillé, pas tout à fait conscient? Serions-nous dans un monde magique? Serions-nous au temps du rêve qui resterait sous-jacent au cours de toute la vie? Cette approche, qui comporte une dimension imaginaire et mythique,
jouera un rôle important, me semble-t-il, dans la problématique de l'exil, où il est question de la représentation d'un monde meilleur vers lequel il serait possible de retourner. Voyons maintenant du côté de la psyché de la femme. Sur le plan psychologique, pendant longtemps, la gestation s'est révélée par une absence. L'absence se signe d'un constat d'absence de sang, et c'est elle qui marque une éventuelle présence. Envisageons cette présence encore cachée à nos yeux, et qui est cachée parfois encore à la mère elle-même, qui ne sent pas, mais qui sait. Curieuse position d'un savoir qu'elle est la seule à connaître, et que nous n'accepterons que dans la relation existante avec elle. Mais bientôt, elle sentira, ou reconnaîtra les premières modifications de son corps, témoin indirect de cette présence. Ce moment où la mère n'a pas encore une sensation en rapport direct avec le fœtus se place parfois chez des personnes ayant des troubles de désorganisation des représentations corporelles. Parfois, le développement même des mouvements du fœtus restera absent des sensations de la femme, et ceci peut se voir dans les psychoses. Si bien qu'il arrive à la grossesse d'être passé sous silence, alors que des manifestations délirantes occupent le devant de la scène, qu'elles soient persécutives ou même encore mégalomaniaques. Nous l'avons rencontré chez une femme dont la thématique délirante était d'être mère de tous les enfants du monde. Un troisième épisode délirant chez elle, qui avait toujours présenté le même arrière-fond de grossesse, ne se révéla à l'époque, en 1975, être une grossesse que secondairement à sa sortie de l'hôpital, alors que la question avait été envisagée pour l'indication des traitements chimiques. Peut-être est-ce dans cet ordre d'idées qu'il faut interpréter certains infanticides, par exemple ceux par congélation, alors qu'aucun signe de grossesse n'avait été remarqué. Il est aussi possible d'envisager la proximité avec des perturbations d'intégration de l'image corporelle, avec des zones manquantes. Il arrive que seules des sensations douloureuses amènent à la prise en conscience, ou encore par exemple dans l'anorexie mentale, on peut se retrouver face à quelques surprises au cours de la clinique. Il arrive même que l'amaigrissement constitue une expression d'un début de grossesse. Enfin, cette arrivée peut être appréhendée comme une invasion, apparition d'un danger interne, dévorant, ce qui s'exprime par certains fantasmes, parfois plus précis dans des personnes phobiques, même si il est arrivé, et je l'ai constaté, que la psychothérapie puis la vie en couple permettent l'accession à la grossesse. Ce que je veux conclure ce chapitre, c'est comme on le voit, la superposition avec un trouble, avec une faille, dans l'espace, qu'il soit organique ou psychique, c'est là où se développe une situation pathologique ou difficile. Si elle entraîne une difficulté majeure, elle n'est que le révélateur d'un dysfonctionnement préexistant. Peut-on envisager en analogie une telle éventualité au niveau de l'organisation sociale? Nous allons élargir notre champ d'observation à un domaine plus vaste, qui, sous l'égide du symbolique, l'anthropologie, la sociologie. Commençons par, dans le domaine de la culture, de nombreuses traditions font appel à la notion de migration ou de transmigration pour venir occuper l'embryon par l'esprit humain. C'est, comme le soutient Yolande Godalina, une sorte de principe animiste qui ferait partie des êtres humains. Par-delà les différences culturelles, et on pourrait même se poser la question s'il ne s'agit pas d'un invariant. Cette question de l'unité somatopsychique se traite avec la transmission par la même occasion de la croyance en un mythe fondateur qui incarne le père symbolique en imposant des tabous. Croyance qui s'accompagne, comme il est possible de le décrire en ethnologie, d'un certain nombre de pratiques, c'est-à-dire des danses, des chants, des aliments, auxquels participent les deux parents vis-à-vis de cette instance tierce représentée. Ainsi, la vie de l'enfant est considérée dès sa conception. Peut-on y voir la simultanéité d'une naissance sociale avec la place temporelle que le corps occupe dans le parcours des esprits?
Peut-on envisager qu'il s'agit là de la mise en place de toute une problématique vis-à-vis d'un inconnu et qu'il soit nécessaire de lui forger une place dans le social, moyennant un premier chemin balisé? En somme, retrouver du connu dans cette rencontre avec cet inconnu. Peut-on envisager qu'il s'agit là d'une première entreprise d'intervenir dans le désir humain? Ainsi voit-on que le désir d'intervention humaine apparaît très tôt, bien avant la sortie de la naissance. Le futur enfant n'est pas seulement materné, il est aussi cultivé. Si son apparition il n'est pas conforme aux standards de forme, de couleur, naître albinos, hermaphrodite, syndactyle, voire avec un jumeau, les écueils de la culture viendront à sa rencontre. Très vite, il pourra se trouver étranger à l'humanité. En somme, tant qu'il n'aura pas donné un nombre d'indices, d'éléments dont l'investissement symbolique permettrait d'établir un ensemble reconnu commun pour un registre de communication susceptible de constituer une trame qui occultait les différences, les conditions de son étrangeté, voire de son humanité, resteront actives. C'est l'accès à l'échange par le langage qui vient lever les doutes, mais aussi place une nouvelle notion de l'étranger. Je pense que je ne vais pas avoir le temps de tout dire, donc on va essayer de sauter les chapitres pour en arriver à quelque chose qui serait c'est tout ça, quelque chose qui serait justement l'importance de l'action du symbole et en fait qu'il ouvre à la connaissance et de l'action qu'il va avoir sur cette période. On va voir que l'outil symbolique va nous permettre des conditions de visibilité qui ne l'étaient pas jusqu'alors. Ceci va remettre en chantier la gestation et son histoire en précisant la situation. À un invisible de rien succède un invisible d'une présence. La rendre visible dans un désir de connaissance nous fait connaître le visible. Espérons avancer sur le chemin de la connaissance. Un premier exemple, le test de grossesse occupe cette place de recherche d'une empreinte visible, visa d'entrée pour se tenir l'annonce d'un futur arrivant. L'échographie, de plus en plus performante, devient une source d'images pleine d'informations pour nous. Si la mère ressentait bien quelques mouvements dans son intérieur, nous apprendrons que le fœtus s'anime parfois, dort souvent et s'amuse avec des objets. Il apparaît ainsi que cette vie est déjà peuplée de dimensions qui, se déployant plus tard, n'en sont pas moins présentes avant la naissance, qui nous conduit à un certain nombre de considérations. Par exemple, le fait que la sensibilité soit la première des perceptions va permettre de se rendre compte de la possibilité des prémices d'une élaboration de ce qui est soi et extérieur au soi, par le toucher soi, le toucher la paroi. Le fœtus peut ainsi jouer à se toucher, mais aussi entre en communication avec le toucher de sa mère à travers la paroi utérine, ce que nous dit Régine Frey. Observation qui vient remettre en chantier la genèse des communications, la constitution d'autrui et la possibilité d'un contact non-contact. Ceci existe déjà alors que l'enfant n'est pas né. D'autre part, la visualisation de l'anatomie et des activités nerveuses montre que l'oreille est elle aussi précocement en mesure de capter les sons qui l'entourent, en particulier les rythmes, dont celui du cœur de la mère, avec ses variations, mais le fond sonore communicatif ne se limite pas à cela. Nous savons qu'il entend les sons environnants, ainsi que les sons du langage, ces modulations qui font partie d'une culture. De même que d'autres témoignages qui restent en mémoire, comme certains goûts culinaires. À ce propos, si vous avez l'occasion de lire le roman de McEwen dans une coquille de noix, vous verrez qu'il est fort bien documenté. Ainsi, voit-on que son développement, sa croissance, se situe dans un bain symbolique de culture, mais précisons, des objets de la culture auxquels il se trouve confronté. Pourrait-on à ce propos ajouter les thérapeutiques ou les toxiques ou les poisons absorbés par la mer? Bien sûr, toutes les espèces de mammifères, une telle sensibilité à l'écosystème existe, mais pour l'homme, il y a des variations qui sont spécifiques. Nous voyons donc l'intervention d'une rencontre avec le monde symbolique qu'a priori, nul processus de maturation ne requiert. Il s'inscrit donc déjà dans une dynamique d'hominisation. Cette hominisation,
Allez. Cette hominisation, dont l'action s'accroît à mesure que les possibilités ouvrent sur le fœtus. Comme il vient d'être dit, le processus de gestation se développe spontanément dans un parcours chez différentes espèces. Dans quelques cas, il rencontre des obstacles qui conduisent soit à un arrêt, soit à une transformation inhabituelle. L'homme, grâce à son outil symbolique, lui donne accès particulier au temps, intervient par ce biais dans ce qui repère d'un processus. Cette intervention, ce désir d'intervention, c'est d'abord placé, comme on l'a dit, dans le champ symbolique lui-même, dans le champ imaginaire, et ensuite, avec l'amélioration de l'outil symbolique, il s'est perçu dans le champ perceptif du concret, qui est décrit comme biologique. D'abord, ce fut le cas pour parer aux obstacles, mais avec le désir humain, ce fut le cas non plus pour parer aux obstacles, mais peut-être, alors je raccourcis beaucoup, mais de rendre conforme à ses souhaits l'objet à venir. C'est-à-dire que, dans le fond, contrôle, voire exclusion, suppression, qui va, à contrario, jusqu'à l'illusion de la fabrication d'un être à venir. Si autrefois la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde se faisait dans ce qui pourrait s'appeler un faisceau d'accordance environnante, par exemple, l'ovule n'accepte pas n'importe quel spermatozoïde pour finir sa maturation et devenir un œuf. L'observation permet d'entreapercevoir cette entrée du spermatozoïde dans l'ovule. Il était tentant de reproduire, l'observer par une action volontaire, tentant aussi de sélectionner les protagonistes sur nos critères d'observation, sur l'histoire des parents, par exemple un parent décédé, tentant de les implanter où ça pousse, une autre femme, jeune, vieille, enfin au choix. Nous savons que le social s'occupe des populations, sélection, amélioration, homogénéisation. Nous évoquons maintenant que chaque intervention technique mise en acte de la pensée a des actions sur l'embryon, puis le fœtus qu'elle influence probablement. Le développement, le marque de l'histoire, bien que nous n'en mesurions pas toujours l'impact. Par exemple, Régine Pratt montre l'exemple de la différence de relations précoces mère-enfant entre les enfants nés naturellement et les enfants nés par césarienne. Le fait reconnu, par exemple, de l'absence que va entraîner la césarienne de certaines hormones que l'accouchement sollicite influe sur la dimension émotionnelle de la relation qui s'ensuit. La question se pose si le nouveau-né actuel n'est pas d'une autre étrangeté que celle que nous croyons poursuivre. Cette étrangeté-là est-elle l'écart qui ouvre, mais peut-être pas la différence à faire. Je vais terminer par ce qui est plus délicat. C'est-à-dire que notre outil symbolique, notre capacité d'action, les choses avançant, l'outil mathématique s'améliorant, nous sommes dans un retour vers l'invisible. Celui, justement, de la conception, où le risque de confusion est certain entre réalité et imaginaire. Nous allons vers l'infiniment petit. Il touche justement à la question de la lumière. À ce niveau, le monde, aussi scientifique qu'il soit, retrouve vite les chemins empruntés par l'ésotérisme, le romantisme, la poésie. Nous essaierons de rester au plus près des acquis scientifiques, la physique quantique et la mise en évidence de certaines propriétés. C'est-à-dire dans la question du passage énergie-matière, matière-énergie, et dans la propriété des particules qui s'appelle à la fois superposition et entanglement. Que faut-il entendre par là? Ce qui se traduit par le fait que deux particules ayant été en contact se retrouvent, lors de leurs observations, avoir des correspondances instantanées. Par exemple, sur la rotation ou sur la polarisation. C'est-à-dire que, instantanément, ces deux particules qui ont été en contact à un moment de leur trajectoire, quelle que soit la distance à laquelle elles se retrouvent après, lorsqu'on va essayer d'en observer une, on va l'observer dans un champ, dans une position, ça entraînera qu'automatiquement, une autre particule ailleurs qui a été en contact aura la position inverse. C'est une observation qui a été faite. Les physiciens n'ont pas d'explication sur l'instantanéité des correspondances, surtout qu'elles existent quelle que soit la distance qui sépare ces particules. Il s'est ainsi posé la question d'une information hors temps et hors espace. D'un autre côté, le passage énergie-matière de ces particules appariées
est aussi en passe de se réaliser selon un ordre ondulatoire, tel que celui d'un hologramme qui présiderait à l'organisation de la matière. Ainsi, le champ d'information serait extérieur au champ d'organisation ondulatoire. M. Theodorani reprend l'hypothèse que l'ADN, nous allons arriver dans notre sujet, est une mémoire holographique et fonctionne à la façon d'une projection de biochamp d'un projet d'organisation qui serait ensuite transféré au niveau électrodynamique, puis au niveau moléculaire. Il agirait comme un appareil d'ensemble dont la propriété fondamentale serait la non-localisation de l'information génétique transmise. Alors cette information génétique, elle est transmise par les biophotons. Donc c'est quelque chose qui est en action énergétique, dynamique, qui va constituer une image qui sera porteur d'information, et c'est cette image-là qui sera substrat de la constitution de l'organisme. La particularité, l'élément supplémentaire avancé serait que le texte génétique serait en tout point semblable au langage humain. C'est une formulation de Garaïev se fondant sur les propriétés de la mécanique quantique, vue comme allant en deçà de toute physico-chimique observable, des échanges chimiques et électriques entre cellules. Le fait que les cellules, voyons dans notre histoire, que les cellules ou organismes vivants soient répondants à ce niveau quantique de stimulation est établi. L'œil en est un exemple, il y en a bien d'autres. Le fait que des entités échangent à ce niveau élémentaire est plausible, aussi bien que la possibilité du vivant d'en émettre, les vers lumineux. L'hypothèse qu'elle soit le support d'une information codée selon un texte est une étape supplémentaire. Peut-on négliger cette hypothèse avec toute l'étrangérité dont elles sont porteuses? Pour ce qui nous concerne ici, nous serions seulement enclins à aller jusqu'à la pensée que ce fœtus, qui nous deviendra de plus en plus familier, n'est qu'un maillon d'une longue chaîne qui nous reste inconnue. Est-ce que cette longue chaîne est dans un espace de langage? C'est possible. Je voudrais conclure maintenant. Étranger se montre ici, dans une première approche, comme qualifiant un moment du rapport dans le mouvement des variations distantes de corps constitués. La suite du déroulement de ce mouvement est aussi celui parfois où apparaissent des changements d'état des corps qui sont en relation. Si nous voulons considérer ce point de vue à l'aune de l'algorithme, nous devons prendre en considération que la situation est celle d'une dynamique de créativité. La mise en algorithme suppose la question cadrée. Une telle formulation se soutiendrait de la répétition de la situation. Si l'algorithmisation contribue à résoudre la question, ce n'est peut-être pas ce qui peut la résoudre. Un des déterminants de cette réflexion portait sur les questions migratoires et les difficultés d'intégration. Ils sont ici abordés par le biais d'étrangers. Nous voyons que cet angle, me semble-t-il, ne rend pas compte suffisamment des problématiques. Il conviendrait de prendre en compte la dimension de compétition et la possibilité de l'humain à mobiliser cette dimension qui est celle du combat. Notre aptitude à la symbolisation, tant par les voies du visible que du symbolique même, fait advenir du visible, par la construction d'expériences. Cette dynamique d'approche amène une reconsidération du champ du questionnement du repérage des corps et du corps humain en particulier. Ainsi, pour introduire des éléments dans ce sens, la phénoménologie, sous la plume de Dylan Trigg, vient envisager ce qu'il appelle l'horreur du corps, mettant l'accent d'une primauté du corps sur la constitution du soi. Il envisage une phénoménologie de l'étrange, de l'inhumain, qui se concentre sur les limites de l'altérité. De cet aspect, d'ailleurs, il trouve les prémices chez Husserl, Lévinas ou Merleau-Ponty. Ce qui se trouve plus près de notre approche par le recours à la dimension du retour du refoulé, qui est particulièrement justement dans cette question de l'inquiétante étrangeté. 5 minutes. Alors là, même pas. 3 minutes. Ouais. C'est important parce que on revient même à Freud, l'inquiétante étrangeté, qui se rend compte. Ouais, c'est quelque chose qui vient hanter l'humain sans jamais être complètement intégré à l'humanité. Comme ma naissance, ma mort appartiennent à une natalité et une mortalité anonyme, disait Merleau-Ponty. Ainsi, le corps n'est pas un ambassadeur du passé, mais sa voix aveugle, seul témoin d'un monde antérieur au monde. Cela rejoint la formule de Schelling d'un arrachement
la nuit du passé. Mais je voudrais terminer sur la question de la fusion des limites que Kristeva a évoquée dans Les pouvoirs de l'aurore et l'essai d'abjection. De l'objet, l'abject n'a qu'une qualité, celle de s'opposer à je. Surgissement massif et abrupt d'une étrangeté qui, si elle a pu m'être familière dans une vie opaque et oubliée, me harcèle maintenant comme radicalement séparée, répugnante. Pas moi, pas ça, mais pas rien non plus. À quelque chose que je ne reconnais pas comme chose, un poids de non-sens qui n'a rien d'insignifiant et qui m'écrase. À la lumière de l'inexistence et de l'hallucination, d'une réalité qui, si je ne la reconnais, m'annihile. L'abject et l'abjection sont là mes garde-fous, amorces de ma culture. Et lorsque nous venons au monde, notre inquiétude de castration est remplacée par la claustrophobie, une répulsion pour le ventre, l'endroit même du refoulement originaire. L'abject thératrique nous confronte d'autre part, et cette fois dans notre archéologie personnelle, à nos tentatives les plus anciennes de nous démarquer de l'identité maternelle. De cette manière, l'abjection signale l'origine du sujet, la réponse primordiale à l'étouffement de n'être qu'une intériorité dans une autre intériorité. Elle établit ainsi un parallèle entre le cloisonnement utérin et le fait d'être enterré vivant. Nous sommes à un point où les directions prises dans les chapitres précédents peuvent se trouver, où la vie individuelle du sujet personnel et la vie d'un organisme anonyme déployant son intelligence du sujet fini pourraient se résumer à cette question. Quelque chose issu d'un abîme insoupçonné de la nature s'est-il aventuré en aveugle à travers le temps ?